Et nous sommes maintenant sur le plateau de la causerie de ce matin avec sur ce plateau Constant Yawedeo. Bonjour. Bonjour, chers confrères, bonjour, chers téléspectateurs. Vous êtes le directeur de Radio Planète. Merci de votre présence sur ce plateau. En face de vous, Mathias Sossou. Bonjour. Bonjour, chers confrères, et bonjour, chers téléspectateurs. Le patron, promoteur donc du quotidien Le Gongoneur. Merci aussi d'être là. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir fait le déplacement. On va y aller tout de suite. Le thème de la causerie, c'est le décryptage du message du chef de l'État. Vous l'avez suivi hier, Monsieur Yawedeo. Alors, dites-nous, quelle appréciation faites-vous de ce message du chef de l'État? Merci, je crois que c'est un message attendu, pas attendu nécessairement dans cette forme, mais il y a déjà eu une série d'événements qui nécessitent qu'on entende le son de cloche du chef de l'État. Donc, par différents canaux, mais ce n'était pas attendu que ce soit une sortie officielle du chef de l'État. Donc c'est d'abord ça qui est à saluer, parce que après une série d'événements importants, il était question que la situation soit au niveau de tout le peuple éclairé, pour qu'on sache exactement à quelle étape on se retrouve et qu'est-ce qui se passe en réalité, pour savoir comment il faut avancer. Donc le peuple avait besoin d'informations sérieuses et de sources sérieuses également, pas vraiment officielles, mais je dis de sources sérieuses et crédibles, pour savoir exactement comment s'y prendre. Donc la sortie du chef de l'État était bienvenue et il a fait brièvement le tour d'horizon. Ça n'a pas été un discours oiseux, long, fatigant. Je crois qu'il a fait la synthèse. D'accord. Et justement, il a passé en revue plusieurs points liés à l'actualité nationale, notamment la réforme du système partisan, une réforme tant souhaitée par l'ensemble même du peuple béninois, il a rappelé. Mais justement, dans l'ensemble aussi, on a constaté qu'à l'arrivée, ça n'a pas forcément été très facile. Et il l'a reconnu. Oui. Toute réforme bouscule. À partir du moment où vous parlez de réforme, c'est les changements d'habitude. C'est des changements d'habitude. Donc, c'est le quotidien qui a été bousculé. Et vous savez, entre 1960 et 70, 72, c'était autre habitude. De 72 à 90, c'était autre habitude. De 90 à 2016, ça a été autre habitude. Donc, c'est autre ère qui s'ouvre dans notre système politique. Donc, après 60 ans, un changement d'habitude ne peut jamais se faire. La transition ne peut jamais se faire facilement. C'est sûr que ça doit bousculer. Et dans tous les pays, nous avons vu. Aujourd'hui, on félicite les Ghanéens, mais ça n'a pas été facile pour Rollins. Vous voyez, donc il n'y a aucun bonheur ne vient sans douleur. D'accord. Monsieur Sossou, oui, vous avez suivi le chef de l'État hier. Quels sont vos sentiments? Moi, j'ai d'abord un sentiment de joie. De joie parce que il était quand même nécessaire que le chef de l'État intervienne pour apaiser les cœurs. Surtout que ces derniers temps, il y a eu quand même des actualités qui ont changé, pas des moindres, oui, bien sûr, qui ont changé quand même la vie quotidienne des populations, surtout au niveau du tourisme, avec l'assassinat du guide touristique Bédi Fiacre. Et au gros plan, la fameuse question des élections
qu'on a vécu ici, et avec les soubresauts, tout ça là qu'on a connu, et il était quand même nécessaire que le chef de l'État intervienne. Mais comment? Et c'est là la grosse question. Et nous avons constaté que à l'arrivée, c'était quand même une joie parce que le président n'a pas fait perdre de temps aux téléspectateurs et aux auditeurs. Et il a su quand même inscrire dans son planning un discours qui accroche et quand même qui apaise les cœurs, qui n'a pas pris beaucoup de temps aux éditeurs. Et en peu de temps, il a dit l'essentiel et a confirmé tout ce qu'il pensait de bien pour l'organisation des élections au Bénin et le système partisan. Donc, je crois que c'est quand même l'essentiel parce que quand on est un grand homme, on aspire à être un grand homme, on ne fait pas de rétro-pédalage. Nous avons connu, sinon dans l'histoire, nous avons eu entendre parler des grands types du monde, tels que les Galilées, qui étaient sur le point d'être tués, mais qui insistaient, qui avaient quand même confirmé ce qu'ils pensaient tout le temps, même à la porte de la mort. Et pourtant, la tête tourne. Et cette fameuse phrase est restée dans les cœurs depuis. Et c'est ce que le président Talon est en train de nous montrer. Malgré tout ce qu'il y a eu comme épines qui sont sur le chemin des réformes sur le système partisan, il a quand même en tout cas insisté et il persévère et il insiste pour dire que c'est quand même nécessaire pour arriver quand même à bon port, pour régler un peu la situation politique dans notre pays. Justement, parlant de situation politique, il a dit, et je le cite fidèlement, cette réforme, je la savais délicate. Fin de citation. Et justement, il s'est même posé une question, est-ce qu'au vu de la délicatesse de cette réforme-là, puisque ça allait bousculer les habitudes, est-ce qu'il fallait y renoncer pour ne pas peut-être déranger les intérêts particuliers des uns et des autres? Au final, il a pris la décision courageuse d'y aller, au risque peut-être de laisser quelques plumes, mais à l'arrivée, on devrait saluer un peu l'effort et corriger les imperfections. Est-ce qu'au regard de cette décision-là du chef de l'État, on peut dire aujourd'hui que tout au moins c'est un acquis, la réforme du système partisan? C'est déjà un acquis, puisque l'Assemblée qui est là actuellement est le résultat le fruit de cette réforme qui a démarré. Et je ne pense pas que, tel que lui, il renvoie la balle aux députés à l'Assemblée nationale, arrivé là-bas, ils vont revoir leur copie et revenir à l'ancienne formule. Jamais. C'est juste pour continuer. Ils vont toujours trouver des astuces pour continuer avec le système partisan. Peut-être s'il y a des petits trucs à corriger, ils peuvent faire des corrections et continuer. Donc, je ne pense pas que ce soit un frein. C'est juste pour relancer encore le débat sur les réformes du système partisan. Monsieur Yawedeou, dans son adresse, le chef de l'État disait que c'était une réforme risquée en soi et pourtant, il a dû prendre sur lui la responsabilité de poursuivre cette réforme-là jusqu'au bout. On parle là de réforme du système partisan. Oui, c'est un homme d'État. Et il a confirmé qu'il est un homme d'État et c'est ça, un homme d'État. On ne peut pas avoir proposé un projet de société, on ne peut pas, après être élu, établir un programme d'action et commencer dès l'application à régresser. C'est tout comme s'il n'a effectivement pas pensé à ce qu'il va faire avant de prendre le pouvoir. Ça ne fait pas du tout sérieux. On peut faire de petits réglages, mais une grande décision comme ça ne peut jamais être remise en cause au cours de son exécution. Et j'ai la coutume de le dire, il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer. C'est celui qui n'essaye pas, qui ne découvre pas. Donc les autres ne sont pas... nous avons pris une mauvaise habitude de faire, de couper-coller, d'imiter. Et ça fait qu'on ne se dit pas que nous-mêmes, nous sommes capables de faire ce qui nous convient. Mais ce n'est qu'en essayant qu'on peut évoluer tout en corrigeant les imperfections. Et c'est pour ça que le chef de l'État a dit qu'il invite l'opposition qui n'a pas participé à la mise en place de ces idées,
à l'organisation de ces idées dans leur naissance, à s'associer maintenant parce que sans doute que l'opposition a été surprise de comprendre finalement ce qu'il disait, mais comme nous étions dans des délais constitutionnels, ils ont finalement subi, et c'est là les risques, et on ne peut jamais faire l'omelette sans casser les œufs. Et maintenant que tout le monde a compris ses objectifs, on peut maintenant revenir dire voilà les difficultés que nous avions eues, voilà ce qu'on pense, et on peut s'asseoir maintenant pour faire des réglages. Ce n'est pas du tout pour retourner tout ce qui est fait, ce n'est pas pour le détourner de sa vision, puisque en réalité, une évaluation se fait en réalité au finish. C'est à la fin que vous évaluez. On ne peut pas l'évaluer quand on fait des évaluations à mi-parcours. C'est en réalité juste pour faire des réglages pour qu'il n'y ait pas trop de casse. Mais on ne peut qu'évaluer le chef de l'État au bout de 5 ans pour dire voilà ce que tu as dit au début, voilà ce on a obtenu à la fin. Il y a eu échec, il y a eu évolution. Si l'évolution est supérieure à ce qui n'a pas aux faiblesses, ça va être on dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Celui qui va prendre le pouvoir à la suite saura par où commencer, qu'est-ce qu'il faut éviter et savoir comment évoluer. Donc nous ne sommes pas du tout en train de régresser, nous sommes en train d'évoluer parce que l'expérience est en cours et nous devons aller jusqu'au bout afin de faire le bilan. Donc c'est déjà bien qu'il accepte que l'opposition, puisque nous avons encore 2 élections à venir, dans les 2 années à venir, donc c'est déjà heureux qu'il accepte, qu'il ne ferme pas et qu'il dise qu'il est prêt à ce que l'opposition s'associe au débat politique. Ce n'est pas des ennemis, ce n'est que des adversaires politiques et ils se connaissent. Donc l'Assemblée qui est là aujourd'hui n'est pas une Assemblée fermée, c'est juste à cause des incidents qu'il y a eu qu'on a fermé un peu les voies pour l'installation. Sinon, l'Assemblée, c'est la maison du peuple. Effectivement. Eloge Ganaro, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Chris. On commente la sortie médiatique du chef de l'État d'hier soir. Il a parlé de la réforme du système partisan et il a dit qu'aujourd'hui maintenant, vu les résultats qu'on a obtenus avec les différentes faiblesses, les forces aussi, ce qu'on a déjà obtenu sur le terrain, il n'importe plus de savoir qui a raison ou qui a tort entre les acteurs politiques, mais il faut maintenant s'asseoir et réfléchir sur ce qui a déjà été fait, les faiblesses, les évaluer pour pouvoir continuer. Est-ce que c'est une marque ou c'est justement ce qui traduit le fait que le chef de l'État n'avait pas envie de foncer tête baissée? Oui, évidemment, le chef de l'État n'avait même pas foncé tête baissée. Il n'a pas foncé tête baissée parce que, vous savez, la réforme, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas uniquement pour un pouvoir, mais la réforme, c'est pour l'intérêt d'un peuple, voyez-vous. Et dans aucun pays du monde, n'est-ce pas, dans aucun pays du monde, même dans les grandes démocraties, dans les nations où l'expérience a été faite, il n'y a pas de réforme qui soit déjà applaudie aux premières heures, les premiers mois, les premières années. C'est toujours difficile. Une réforme acceptée de tout le monde, où il n'y a pas de difficulté, ce n'est pas évident. Il y a parfois des grincements de dents, il y a parfois des sacrifices à faire. Les contestations, c'est habituel, ce n'est pas une exception au Bénin, n'est-ce pas? Mais est-ce que dans ces conditions-là, il faut abandonner? Est-ce qu'il faut reculer? Lorsque vous êtes convaincu, n'est-ce pas, que vous avez la volonté de changer quelque chose, vous avez la volonté d'améliorer, n'est-ce pas, ce qui existe déjà, les textes de loi qui existent déjà, tout ce qui a été fait, vous avez une volonté, un pouvoir, une volonté d'améliorer, de changer, n'est-ce pas, dans l'intérêt supérieur de la nation. On n'a pas de raison de reculer. C'est ce que le président de la République veut dire globalement, que ces réformes-là ne sont pas faites ou ne sont pas en cours, n'est-ce pas, pour exclure une catégorie de Béninois donnée, pour, comment dirais-je, porter atteinte à l'intérêt de certains Béninois, mais en réalité, ces réformes-là qui aujourd'hui font grincer les dents à une
partie de la classe politique et qui crée la polémique, qui crée des contestations. En réalité, ces réformes-là, c'est fait dans le souci du bien-être de la nation. Donc, dans ces conditions-là, il ne peut que continuer. D'accord? C'est vrai qu'il y a des faiblesses. C'est une expérience qu'on a commencée. Nous avons remarqué qu'il y a quelques problèmes autour, notamment déjà au sujet des 2 lois qui ont été votées, la charte des partis politiques et le code électoral. Le président de la République n'est pas resté fermé. Il a exprimé une certaine ouverture, puisqu'il a dit, maintenant que nous avons commencé cette expérience-là, tous les problèmes que nous avons eus avec les élections, il est temps que nous nous mettions ensemble pour corriger ce qu'il faut corriger. L'insuffisance était claire. Vous avez vu dans le message, il a dit, écoutez, il n'est pas question maintenant de poursuivre les contestations, les bras de fer, mais il est question de nous mettre ensemble pour voir les insuffisances, corriger les insuffisances, n'est-ce pas, pour le bien-être de la nation. Donc c'est ce qui a été dit. Et même vers la fin, vous avez écouté, quand le président de la République dit que, bon, bientôt il aura encore des échanges avec la classe politique. C'est une sorte d'ouverture. Ça veut dire que ce qu'il a commencé, ce ne serait pas la première rencontre ni la dernière. Vous avez vu toutes les rencontres qu'il y a eu avant les élections, n'est-ce pas? Donc c'est du rôle, c'est du devoir d'un homme d'État, n'est-ce pas, de poursuivre le dialogue. C'est ce que tous les Béninois continuent de prôner. Malgré les balbutiements, malgré les contestations, malgré les incidents qu'il y a eu pendant ces élections-là et les incidents post-électoraux, le président de la République est resté dans une logique de dialogue. C'est pourquoi ce message, n'est-ce pas, est opportun, utile, indispensable, dans la mesure où il vient apaiser encore les passions, il vient dire aux Béninois, écoutez, tout ce que nous faisons, c'est pour le bien-être de la nation et nous restons fermement attachés à la paix et au respect des lois de la République. Monsieur Sossou, on a entendu le chef de l'État réitérer hier qu'il faut la relecture des lois électorales. Cette demande, il avait déjà formulée le 6 mars dernier avec l'ensemble de la classe politique. On n'a pas pu voir le bout du tunnel. Est-ce qu'avec le Parlement qui est installé aujourd'hui, on peut espérer qu'on pourra effectivement retoucher ces lois électorales? Déjà, je disais tout à l'heure que les députés qui sont là actuellement sont élus sur la base des tests qu'on demande de relire. C'est comme on demandait à quelqu'un de scier la branche sur laquelle il est assis. Ceux qui sont là sont élus à la faveur de cette loi-là qui leur a permis de siéger à l'Assemblée nationale. Maintenant, est-ce qu'il peut leur être facile de revoir ce texte-là et de corriger des choses si les propositions ne sont pas venues d'ailleurs? Parce que déjà, le chef de l'État lui avait demandé, pour la plupart de ceux qui sont là, ils sont près d'une 50aine qui sont revenus. Et le chef de l'État lui avait demandé de revoir ça, mais le consensus n'a pas pu être trouvé pour remodeler un peu, pour permettre aux autres de venir. Ne perdez pas de vue que cette situation aussi profite à ceux qui sont là. Parce que on a assisté pratiquement à une bataille entre 2 personnes, alors que ça devait être plus d'une vingtaine dans une circonscription électorale. Oui, mais Mathias Sossou, justement. D'abord, parlant de ceux qui sont revenus, son nom de 38, qui ont été reconduits à l'Assemblée nationale suite aux élections du 28 avril. Mais ensuite, est-ce qu'on n'a pas peut-être observé la classe politique de l'opposition dans une certaine démarche qui n'avait pas forcément facilité le dialogue à l'époque? Bien sûr, je vais en arriver là. Lorsqu'on signe des propositions qu'après on revient dessus, est-ce que ça n'avait pas aussi été des obstacles majeurs au consensus en mars dernier? Maintenant, cette opposition n'est plus à l'Assemblée. C'est ceux-là qui devaient le faire sans l'opposition là, qui sont là aujourd'hui. Dans le temps, ils étaient une 60aine. Même si l'opposition apposait des signatures et rejetait, eux, ils pouvaient avoir, quand ils avaient en tout cas la possibilité de remodeler ce qu'ils veulent remodeler. Parce à l'époque, on demandait l'arrestation des membres de la Sénat, la démission du ministre, qu'on abroge des lois. Ça avait été les propositions. Ça, c'est des propos des opposants. Vous savez, dans tous les pays, les opposants qui veulent torpiller des organisations se livrent souvent à ces diatribes. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je veux quand même demander aux députés qui sont là aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé, comme c'est eux qui sont là maintenant. Il faut quand même que cette relecture demandée par le chef de l'État, ça soit exécuté comme cela se doit normalement. Ce n'est pas que je disais d'entrée qu'ils ne peuvent rien faire, mais il leur revient parce que c'est eux qui sont responsables de ce qui va se passer sur la relecture de ces lois-là. Donc, il leur revient de le faire
sans considération de l'opposition ou enfin comme ce que l'opposition demande souvent, il faut reprendre, il faut balayer, il faut aller retourner aux lois de 2016, tout ça là. Non, on ne peut plus retourner à ça, mais il faut quand même qu'ils travaillent sur la table. Et donc, M. Yawelou, on peut dire sans se tromper que les obstacles sont levés pour qu'on aille à la relecture de la loi sur l'achat des partis politiques et la loi portant code électoral. Les députés qui sont là actuellement ont intérêt à aller à la relecture. J'avais dit sur ce même plateau, dire que le délai entre le vote de ces lois et les élections, la préparation et l'organisation donc pratique des élections n'ont pas permis aux députés même qui sont élus, qui sont de la majorité aujourd'hui, qui sont les mouvanciers aujourd'hui, de cerner tous les contours. Donc, c'est dans leur rang que la bataille va commencer tout à l'heure, parce que la désignation, telle que ça va se faire désormais, surtout que l'État doit prendre, l'exécutif doit prendre ses responsabilités en jouant son rôle de financement des partis politiques. Oui. La bataille va être rude au sein des blocs, au sein des partis désormais. Donc, les députés qui sont là ont intérêt à revoir les tests tels que le chef de l'État est en train de dire très tôt, parce qu'on est même en train d'aller à d'autres élections. Et ce ne sont que leurs bases. C'est leurs maires, leurs délégués, leurs chefs quartier, ceux qui ont travaillé pour eux, c'est leur élection. Donc, s'ils veulent revenir encore prochainement ou asseoir une base politique, ils ont intérêt à ce que les choses se passent d'une certaine manière pour que, au communal, les problèmes ne commencent pas tôt. Leur échec, dans 4 ans, commence à partir des communales. Donc, ils ont intérêt à suivre ce que le chef de l'État est en train de dire, à s'asseoir et faire effectivement un débat franc et sincère entre eux. Vous ne pouvez pas être entre vous et vous mentir. Là, c'est suffisamment grave. Si c'est opposition, mouvance, on peut se mentir. Oui. Mais nous ne pouvons pas être entre nous et mentir, parce que déjà maintenant, l'opposition est en train de chercher toutes les failles par où il faut passer, comment il faut faire pour ne plus subir ce qu'on a subi. Donc, eux, ils sont déjà à l'école de leur succès. Donc, s'ils vont se vautrer pour dire, bon, maintenant, c'est nous qui sommes là et tout ça, ils seront surpris et ils ne comprendront pas le chef de l'État en ce moment, parce qu'ils vont dire, il nous a trahis. Alors que ça aurait été leur cupidité, tout simplement. Eulous Ganaho, le chef de l'État, disait, je le cite, « Je l'invite tout particulièrement, il parle de l'Assemblée nationale, à rassurer l'opposition politique en procédant à la relecture responsable de la charte des partis politiques et du code électoral pour les actualiser en tenant compte des réalités de l'évolution de notre pays. » L'adjectif « responsable » qui suit le mot « relecture » n'est pas anodin là. Ce n'est pas anodin dans la mesure où ce que certains ont tenté de faire croire, n'est-ce pas, c'est que ces lois sont votées pour une partie de la classe politique. On a entendu des leaders politiques parler de lois taillées sur mesure, oui, de lois sélectives. Vous avez entendu ça avec tout le monde. Maintenant que les élections sont finies, vous êtes d'accord que c'est une courte expérience. Mais cette courte expérience, n'est-ce pas, nous avons eu le temps de nous rendre compte que ce n'est pas seulement les partis de l'opposition qui ont eu des difficultés. Aux premières heures, même au niveau du ministère de l'Intérieur, ce n'est pas les toutes premières semaines que les deux partis, les deux blocs, l'Union progressiste ou le bloc républicain, ont été acceptés comme les deux partis étant en règle vis-à-vis des lois et pouvant participer aux élections. Vous avez constaté que dans le processus, même au départ, ce n'étaient pas les deux partis là qui étaient retenus. Dans l'ensemble, tous les partis avaient des difficultés. On avait relevé des insuffisances au niveau des dossiers, n'est-ce pas, dans la procédure de dépôt de dossiers au niveau de la Sénat et tout ce qui peut contribuer à confirmer que tel parti est en règle vis-à-vis de la loi. Donc les difficultés, c'était
bien entendu, au niveau des partis d'opposition que de la mouvance. C'est plus tard que, bon, les partis de la mouvance ont fait des diligences qu'il faut pour corriger, n'est-ce pas, leurs insuffisances, tout ce qu'on a relevé comme erreur au niveau de leur dossier pour pouvoir être à jour. Donc cela suppose que, écoutez, ces lois-là, il n'y a pas de loi parfaite, il y a certainement des problèmes, il faut revoir, corriger certaines choses. Quand le chef de l'État dit une relecture responsable, oui, ça suppose que ceux qui sont aujourd'hui à l'Assemblée, les élus du peuple, doivent avoir en conscience que ce n'est pas une loi qui les favorise, des lois qui sont votées uniquement pour les permettre d'être élus et qu'il faut continuer, n'est-ce pas travailler avec les mêmes lois, mais il doit se dire que ces lois-là, le chef de l'État l'a même dit, des lois qui sont votées pour tous, n'est-ce pas, et qui sont valables pour tous, que ce soit l'opposition, la mouvance. Le président de la République l'a dit, on ne vote pas une loi pour une partie des citoyens, une partie de la classe politique, mais on vote une loi pour tous les citoyens, pour tous les Béninois. En conséquence, tout ce qui a été relevé comme insuffisant, tout cela doit être corrigé pour les élections à venir. Il a aussi parlé de la loi portant statut de l'opposition aussi. De la loi portant statut de l'opposition. Ça, c'est ce que nous ne sommes pas dans un processus où, voilà, il y a des gagnants. Ceux qui se disent gagnants se disent que ça finit et ça s'arrête là. Il faut continuer par travailler dans les mêmes conditions. Il faut corriger ce qu'il faut corriger. Parce que j'ai parlé de courte expérience. Cette courte expérience nous a permis de constater que ces lois qui ont été votées là, ce n'est pas des lois parfaites. Hein? Ce n'est pas non plus des lois qui sont mauvaises à tout point de vue. Parce que, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, si tout le monde l'avait compris de cette manière-là, il y aurait eu le consensus voulu. Vous avez bien fait d'insister pour dire que certains voulaient à tout prix imposer leur loi. Imposer leur, ça suppose qu'il faut revenir aux anciens tests. C'est ce qui est difficile parce que nous avons utilisé, appliqué les anciennes lois pendant des années, des décennies, et nous nous sommes rendus compte qu'il y a et que ce soit opposition ou mouvance, ils étaient tous d'accord pour améliorer. Tous les députés, qui soient opposants ou de la mouvance, de la minorité parlementaire ou du bloc de la majorité ou de la minorité, ils étaient tous d'accord. Au moment où il y a eu des séminaires avant les élections, au moment où il y a eu au moment des plénières, ils étaient tous d'accord pour mandater, pour, apporter leurs amendements à ces lois-là, et qui ont été votés. Ce n'est pas seulement les députés de la majorité qui ont voté la loi, eux tous. Donc aujourd'hui, s'il y a des problèmes, des difficultés, on doit comprendre que même si l'opposition n'est pas à l'Assemblée nationale, ceux qui y sont devraient de manière responsable le comprendre, l'accepter ainsi, et corriger ce qu'il faut corriger. Corriger pour l'avenir, corriger pour le futur. Pour que nous disions que voilà, ces lois-là sont votées pour tout le monde et permettront de renforcer le système démocratique en cours au Bénin. Monsieur Sossou, avant de refermer, j'écris cette page sur la réforme, le côté réforme dont a parlé le chef de l'État. On va évoquer sa dernière proposition, c'est dit qu'il annonce des échanges avec la classe politique. Selon vous, ces échanges-là devraient prendre quelle forme? Pour moi, c'est comme l'a demandé l'opposition, une assise nationale de la classe politique. Un peu comme le grand débat qu'on a vu récemment en France ou la conférence des forces vives de 90 au Bénin. Pas nécessairement ça, mais un séminaire peut-être. Un séminaire peut-être pour réunir quelques têtes de l'opposition avec les autres de la mouvance pour discuter de l'avenir politique de certaines réformes qui sont à initier. Et je crois que je dois faire un clin d'œil encore à l'Assemblée pour noter que l'actuel président de l'Assemblée nationale, M. Louis Flavono, je crois que c'est lui qui doit être l'initiateur du projet de loi sur le système partisan. La charte des partis politiques. La charte des partis politiques et le système partisan. Donc ça veut dire que si eux, ils sont là aujourd'hui, quelque chose peut être fait à ce niveau. Puisque c'est eux qui sont initiateurs et ils sont encore là pour corriger. Bon, même s'il n'y a pas l'autre voix avec eux à l'Assemblée, si déjà cette classe-là peut se retrouver, cette classe de politique-là peut se retrouver avec le chef de l'État et quelques têtes de l'opposition, le débat national peut se faire sur le plan politique et trouver peut-être des solutions à ce problème-là qui change cette réforme à ce niveau.
Évidemment, on va évoquer à présent les violences qui ont émaillé le processus électoral. Le chef de l'État en a parlé et il disait, je le cite intégralement, « Tout ce qui nous est arrivé doit être utilement mis au crédit d'une crise de croissance de notre processus démocratique ». Le chef de l'État, il était attendu sur ce point précis puisqu'il y a eu des violences. Il a reconnu aussi qu'il y a eu perte en vies humaines. Aujourd'hui, tout ça devrait concourt sinon à la croissance de notre processus démocratique. Vous partagez cette phrase-là? Bon, en fait, je peux partager comme je peux ne pas partager. Une crise de croissance. Bon, ça va susciter des résistances. En psychologie, c'est quand on atteint un certain âge, dans la vie à partir de 16 ans, voire 18 ans, qu'on assiste à cette crise-là. On n'est plus à cet âge pour notre démocratie, on l'a déjà dépassé. Mais en parlant de violence, je n'en ai pas trop connu pour ces élections. Il est bien vrai, depuis 1990 qu'on a commencé par organiser les élections, il n'y a jamais eu de violence de ce genre. C'est la première fois qu'on en a connu. C'est pourquoi c'est pris au sérieux. Sinon, en fait, au cours des élections, il n'y a pas eu tellement de violence. C'est après les élections qu'on a connu ces événements du 1er et 2 mai dernier. C'est vrai qu'il y a quelques actes de vandalisme aussi. Les autres, si vous le permettez, c'est mineur. Comme le dit le président de la Sénat, c'est des événements mineurs. Ça ne gêne en rien, ça ne bloque pas le processus électoral. La preuve, quand ça s'est passé, les gens ont fait les élections dans les milieux, en tout cas normalement, les élections se sont passées normalement. C'est pas que ces violences-là ont peut-être bloqué à un niveau donné les élections. Seulement les événements qui sont dans quelques localités. Dans quelques localités, c'est toujours mineur. Parce que c'est l'opposition qui ne veut pas aller aux élections qui demande aux gens en tout cas de manifester. Donc leurs proches collaborateurs sont obligés de semer de troubles un peu partout pour empêcher les autres d'aller voter. Bon. Mais malgré ça, oui, ça n'a pas trouvé, en tout cas, le chemin qu'eux, ils ont voulu. Et je crois que pour les événements qui sont venus après les élections, c'était peut-être une petite malcompréhension de la population. Ce n'est pas... en tout cas, le chef de l'État a bien fait quand même de ne pas rester sourd à l'appel de la population qui demande quand même qu'il fasse un clin d'œil pour montrer qu'il était au courant et qu'il n'était pas insensible à ça. Qu'il compatit à la couleur. Constant Yaoudéou, dans la même période, il y a eu aussi un acte peut-être malheureux aussi au parc national de la Pendjari avec un compatriote décédé, des étrangers qui avaient été kidnappés mais qui sont plus tard libérés au Burkina Faso par peut-être des individus encore non identifiés. Les enquêtes sont en cours. Le chef de l'État a aussi rendu hommage à la famille de Fiacre Bédji et aussi manifester sa sollicitude auprès des victimes, que ce soit des incidents des 1er et 2 mai, et aussi au parc Pendjari. Oui, en principe, tout le monde devrait s'attendre à cela. On s'est dit, en tant que père de la nation, pour des événements malheureux comme ça, ce n'est en réalité, c'est sur ça que tout le monde attendait le chef de l'État. Et il a profité de l'occasion pour prendre tout. Donc, c'était nécessaire qu'il intervienne à ce niveau-là, parce qu'à partir du moment où vous avez perdu des enfants de votre famille, ce n'est pas un plaisir pour vous, c'est difficile d'en parler, mais il faut nécessairement en parler pour prévenir. Donc, pour ce qui s'est passé aussi dans le parc de Pendjari, je crois que c'était aussi nécessaire qu'il fasse un clin d'œil à la famille, mais derrière tout ça, c'est qu'il est en train de dire qu'il n'a pas voulu affoler, mais c'est dire nous avons aussi d'autres difficultés que l'organisation des élections. Vous voyez, il y a d'autres dangers qui nous guettent. Parce que cette action, il faut comprendre ça. Moi, je mets ça sur le terrain d'une évaluation. Ça, c'est une action qui nous a permis juste de nous évaluer
Parce que, et de savoir aussi qu'on était capable de s'unir, puisque on que était soit capable, opposant oui, ou oui. mouvancier, sur ce point-là, tout le monde était d'accord qu'il faut s'unir derrière la nation pour réduire l'image du Bénin à l'international. Nous ne sommes pas incapables de nous entendre. C'est juste les manières qu'il faut pour le faire. Nous avons aligné les chars à la frontière, mais 100 km derrière les chars, ils nous ont dit que nous étions déjà là-bas. En réalité, c'est une leçon que nous avons reçue. Et c'est un acte isolé. Je préfère le dire, je ne veux pas dire mineur, puisque c'est des faits en vie humaine. C'est isolé parce que si, tel qu'on sait, quand on connaît les actions de ce groupe-là, quand ils décident d'agir, on sait. Donc c'est un acte isolé, c'est pas pour ça que nous allons dire qu'il y a l'insécurité. En face des djihadistes, l'insécurité est partout. Oui. Donc le parc n'est pas ciblé, c'est juste pour dire, bon, on vous prévient, prenez davantage de dispositions. Je crois que c'est la leçon qui est à tirer de ceci, paix à l'âme de notre. Et justement, M. Gandaro, le président de la République annonce le renforcement du système sécuritaire au niveau de ce parc qui est déjà aux normes internationales avec African Park qui fait un travail formidable dans le nord du Bénin. Tout à fait, parce que tout ce qui s'est passé, et nous n'avons pas à banaliser cela, mais nous n'avons pas non plus à dramatiser, à nous alarmer. Parce que nous avons constaté qu'il y a une presse internationale qui pratiquement s'est acharnée contre la nation béninoise, a passé tout son temps à tirer à boulet rouge contre le Bénin, à tenter de montrer qu'au Bénin, sincèrement, c'est l'état d'urgence, n'est-ce pas? C'est la guerre. Or, ce n'est pas vrai. Au cours d'une émission, j'ai dit, mais écoutez, le Bénin ne constitue pas une exception. Sans avoir l'intention de banaliser, de sous-estimer ce qui s'est passé au niveau du parc Pandiari, et où un de nos compatriotes, un guide touristique, a perdu la vie. Nous tous, en tant que Béninois, n'avons pas le devoir de banaliser cela, mais nous devons comprendre que l'insécurité continue de régner dans la sous-région, n'est-ce pas? J'ai dit que, mais écoutez, nous avons vu pire au Mali, nous avons vu pire au Niger, nous avons vu pire au Tchad, et dans d'autres pays, n'est-ce pas? Au Burkina Faso où le terrorisme, n'est-ce pas, a eu droit de cité, a sévi, hein, au-delà de ce que nous avons vu au Bénin. Donc, ça ne veut pas dire que nous avons, mais ça nous interpelle tous ce qui s'est passé au niveau du parc Pandiari. Ça montre que la sécurité, l'État, ça, il faut être honnête et le dire, ce pouvoir a fait beaucoup d'efforts, a consenti beaucoup d'efforts dans ce sens-là, mais ce n'est pas encore suffisant. Avec la police républicaine, vous avez vu le président de la République, il a souligné le travail qui a été fait pendant les élections, avant les élections et pendant les élections, parce que nous n'avons pas à banaliser ces incidents-là. Il y a une volonté manifeste, n'est-ce pas, de recourir à la force pour se faire entendre. Je vais parler de l'opposition. Nous sommes tous d'accord que nous sommes dans une démocratie. Les acteurs de l'opposition, les leaders de l'opposition, c'est leur droit, n'est-ce pas, de réagir, n'est-ce pas, de dire ce qu'ils pensent du processus en cours, des lois qui ont été votées s'ils ne sont pas d'accord. C'est leur droit. Ceux qui pensent que non, voilà, tel que ça évolue, c'est bien, et qui soutiennent le pouvoir, c'est leur droit également. Mais ceux qui sont de l'opposition, nous devons reconnaître qu'ils n'ont pas tort de se prononcer, de parler, mais dire, exprimer son opinion. Ce que la loi nous confère, le droit que nous donne la Constitution, le dit pour dire que nous ne sommes pas d'accord tel que ça se passe. Nous, partis de l'opposition, il faut que nous soyons aux élections. Après avoir dit tout cela, il faut que nous soyons également d'accord qu'on ne peut pas le faire dans la violation des lois, des dispositions des lois qui régissent la République. Tout le problème est là. Et lorsqu'on comprend, à partir du moment où tous les acteurs, tous les citoyens appellent à la paix, il y a eu des religieux qui ont lancé des appels à la paix. Il y a eu les acteurs de la société civile qui ont dit non, prenons la paix, agissons dans la paix, on n'a plus le droit de recourir à la force. Mais vous avez entendu ici que des acteurs de l'opposition dire qu'il faut arrêter le processus électoral. Si on n'arrête pas le processus électoral, il y aura menace. Vous avez entendu dire qu'il n'y aura pas d'élection sans nous. Mais tout cela, ça ne favorisait pas la paix. Donc les incidents qu'il y a eu pendant les élections et après les élections
c'est toujours, on ne peut pas dissocier cela des propos qui ont été tenus, des menaces qui ont été faites avant les élections et pendant les élections. Maintenant, on Donc devrait le président de la République, un bon père de famille, a eu raison de saluer, de remercier les forces de l'ordre qui ont pratiquement, sinon qui ont, comment dirais-je, respecté les instructions qui ont été données. Très bien. Faites votre travail de manière professionnelle, sans tirer, sans recourir aux armes, faites-le et ils l'ont fait pour pouvoir maîtriser ces Béninois-là, ces délinquants-là, surexcités, n'est-ce pas, et qui ont été commandités pour ces actes de violence-là. Ils ont travaillé, c'est du bon temps que le président de la République les a remerciés et a surtout exhorté les Béninois à continuer par travailler dans ce sens-là. Et à rassurer les Béninois que, n'est-ce pas, en dépit des actes qui ont été commis pendant les élections et en dépit de ce que nous avons déploré au niveau du parc Pandjari, l'État responsable est conscient qu'il doit prendre d'autres mesures pour renforcer la sécurité au niveau de ce parc. Pour comment dirais-je, permettre aux Béninois, n'est-ce pas, de vivre dans la quiétude qu'il faut. Très bien. En 30 secondes, Mathias Soussou, ça devrait aussi rassurer les touristes, les investisseurs étrangers qui viennent visiter le Bénin, découvrir ce pays formidable, hospitalier. Nous ne sommes pas dans un pays à risque. Voilà. L'événement de la Pandjari ne suffit pas pour classer le Bénin. Il y a pire ailleurs. Ah oui. Et pourtant, les touristes y rendent. Pourquoi chez nous au Bénin, avec un seul événement, on va déclassifier le pays alors qu'il y a encore mieux à faire? Je crois que ce n'est pas la peine de dire que il y a insécurité. Il y a déjà la sécurité. Il suffit seulement de renforcer cette sécurité qui existe et puis tout est fait. Merci à vous, Mathias Soussou, patron du quotidien Le Gongonneur. À vos côtés, Loge Gandaro, vous êtes aussi le patron du journal Le Grand Matin. Et puis, Constant Yaouédéou, directeur de Radio Planète. Merci à tous d'avoir participé à la causerie de ce matin.